Bonjour, amateurs de terreur et de mystère, bienvenue sur Rêve d'horreur, votre portail vers le surnaturel, où des histoires terrifiantes prennent vie et où la nuit devient encore plus fascinante. Ici, nous explorons l'inconnu et plongeons dans les recoins les plus sombres de l'au-delà. Si vous êtes fan de bonnes histoires d'horreur et que vous adorez les récits glaçants, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de laisser un like pour aider nos vidéos à toucher d'autres passionnés de l'horreur et ainsi renforcer notre chaîne. Partagez avec vos amis et, si vous n'êtes pas encore abonné, inscrivez-vous pour rejoindre notre famille. Votre interaction est essentielle pour la chaîne et je vous remercie d'avance pour votre précieux soutien. Maintenant, sans plus attendre, passons à la vidéo. Lorsque les gens me demandent comment j'ai commencé à enquêter sur des affaires aussi étranges, je réponds toujours que c'était le hasard. Élise et moi n'étions pas exactement des spécialistes, mais il y avait quelque chose en nous qui nous rendait difficile à ignorer. La nécessité de comprendre ce qui n'avait aucun sens. Tout a commencé lors d'un automne mélancolique à Rouen, une ville qui porte un poids d'histoire et de mystère dans ses rues pavées. C'était censé être un voyage tranquille. Nous étions allés aux funérailles de mon père, Pierre. Il a toujours été strict, mais sa détermination à garder la famille unie était quelque chose qui, même agaçant, me manquait maintenant. La cérémonie funéraire fut petite, discrète, exactement comme il l'avait voulu. Alors que les gens partaient, le ciel de Rouen semblait plus gris que jamais. Élise, ma sœur, était à mes côtés. Son regard ferme cachait la douleur que nous partagions. Elle a toujours eu cette manière d'être, forte, mais avec une sensibilité que peu de gens arrivaient à percevoir. Après l'enterrement, nous sommes retournés dans le petit appartement que nous partagions. Les murs étaient couverts de cartes, de notes, de coupures de journaux. Notre base d'opération, comme Élise l'appelait, est un mélange de désordre et de but. Et c'est là, assis sur le canapé usé, que quelque chose d'inattendu s'est produit. « Nicolas, regarde ça », dit Élise en me poussant un ordinateur portable dans la direction. C'était une nouvelle locale, quelque chose qu'elle avait trouvé par hasard. Un cirque itinérant qui passait par de petites villes dans le nord de la France était devenu le centre d'une série de tragédies inexpliquées. Les victimes étaient des enfants. Chacun d'eux avait assisté au spectacle avant de mourir de manière bizarre et violente. La plus récente était une fille nommée Louise, âgée de seulement 7 ans, retrouvée morte chez elle, à quelques mètres de la chambre de ses parents. Le détail le plus perturbant était le témoignage de sa sœur aînée, qui affirmait avoir vu un clown entrer par la fenêtre cette même nuit. « Un clown ?» demandai-je, fronçant les sourcils. « Sérieusement ? Ne ris pas de ça », rétorqua Élise. La mère de la fille a dit que la fenêtre était verrouillée. Et il n'y a aucun signe d'effraction. Peut-être que c'est de l'hystérie collective, suggérai-je, bien que je sache que l'explication semblait faible même pour moi. Le cirque, appelé le Cirque des Ombres, se dirigeait vers Amiens, une ville à quelques heures de Rouen. Nous avons décidé que ce serait notre prochaine destination. Nous ne savions pas exactement quoi chercher, mais quelque chose me disait que ce ne serait pas juste un autre cas de tragédie urbaine. Le lendemain matin, Élise prépara notre vieux Citroën DS, une voiture aussi têtue qu'utile. Le voyage jusqu'à Amiens fut silencieux, à l'exception du bruit du moteur et du bruit occasionnel de la pluie frappant le pare-brise. Amiens nous accueillit avec sa cathédrale imposante et ses rues humides. C'était une ville vibrante, mais quelque chose semblait déplacé ce jour-là. C'était peut-être la présence du cirque. Ces tentes colorées avaient transformé un champ vide en périphérie de la ville en un spectacle bizarre. « Ça a l'air trop invitant », murmurai-je, alors que nous nous garions. Dès que nous entrâmes sur le terrain du cirque, je remarquai l'odeur de pop-corn mêlée à celle de la terre mouillée. Il y avait des enfants qui couraient, des parents souriants et des artistes de rue faisant des numéros de jonglerie. L'atmosphère était animée, mais je sentais une tension dans l'air, comme une corde tendue prête à se rompre. Élise me tira par le bras, pointant discrètement un groupe de membres du personnel qui discutaient près d'une des tentes. L'un d'eux était grand, mince, avec le visage peint comme celui d'un clown triste. Mais c'est ce qui attire mon attention,
c'était la façon dont il observait les enfants. Pas avec joie ni curiosité, mais avec une intensité presque prédateur. « Allons voir le spectacle ce soir », suggéra Élise, sans quitter des yeux l'homme. Nous l'avons fait. Nous avons acheté des billets, nous nous sommes mélangés à la foule et nous nous sommes assis dans les gradins improvisés. Les spectacles commencèrent par des jongleurs et des acrobates, suivis de tours de magie et d'un numéro avec des animaux. Mais le moment qui laissa tout le monde dans un silence total fut l'entrée du clown. Il semblait tout droit sorti d'un cauchemar. Le maquillage exagéré sur son visage, le sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Les enfants rirent, mais certains semblaient mal à l'aise, s'accrochant à leurs parents. Après le spectacle, Élise et moi sommes restés pour observer. Nous avons remarqué le même clown quittant le cirque et se dirigeant vers une vieille fourgonnette. Nous avons décidé de le suivre. Il s'arrêta dans une rue sombre aux abords d'Amiens, sortit de la fourgonnette et entra dans une maison modeste. Nous sommes restés là pendant des heures, attendant. Quand nous sommes enfin sortis de la voiture pour enquêter, Élise trouva quelque chose par terre près de la maison. C'était un ballon rouge attaché à une petite pierre. Sur le ballon, il y avait quelque chose écrit en encre noire. « Vous êtes invités ». Ce n'était que le début. Ce message sur le ballon me donna des frissons. C'était pas seulement l'étrangeté de trouver quelque chose d'aussi hors de propos. Il y avait une sensation palpable que nous étions observés. Élise tenait le ballon, étudiant les lettres, comme si elle essayait de déchiffrer un code caché. « Nicolas, ce n'est pas juste un jeu », murmura-t-elle, presque pour elle-même. « Comme si je ne l'avais pas déjà remarqué », répondis-je, essayant de cacher mon angoisse. Nous avons décidé de ne pas entrer dans la maison cette nuit-là. Nous n'étions pas sûrs de ce qu'il y avait à l'intérieur, et Élise insista pour dire que ce serait imprudent sans plus d'informations. Nous sommes retournés à l'hôtel que nous avions réservé au centre d'Amiens, un vieil immeuble avec des couloirs étroits et un tapis usé qui grinçait à chaque pas. Pendant qu'Élise organisait nos notes, je ne pouvais pas chasser l'image du ballon de ma tête. Je me suis assis à la petite table de la chambre et j'ai ouvert mon ordinateur portable, cherchant plus d'informations sur le cirque. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver quelque chose qui m'a mis mal à l'aise. Le cirque des ombres n'était pas nouveau. Son histoire remontait à au moins 50 ans, apparaissant de temps en temps dans différentes villes de France. Et chaque fois qu'il apparaissait, des histoires de disparition ou de morts étranges suivaient son chemin. « Tu as vu ça ?» demandai-je à Élise en lui montrant l'écran. Elle se pencha, lisant rapidement les mots que j'avais surlignés. Ses yeux se plissèrent et elle fit une grimace pensive. « Ça explique beaucoup de choses, dit-elle. Mais ça soulève aussi plus de questions. Qui est derrière tout ça ?» Le lendemain, nous sommes allés au commissariat local. Élise avait un talent spécial pour convaincre les gens de parler, même sans le vouloir. Avec sa posture confiante et un sourire occasionnel, elle réussit à obtenir des informations de base sur la mort de Louise. La police n'avait pas de pistes solides, mais le détective en charge mentionna quelque chose de curieux. Une voisine de la famille avait signalé des bruits étranges la nuit du meurtre. « Quel genre de bruit ?» demanda Élise, intéressée. « Elle a décrit des rires étouffés », répondit le détective, fronçant les sourcils. « Mais quand nous avons vérifié, nous n'avons rien trouvé. Des rires. » Cela correspondait d'une certaine manière au clown du cirque. Nous sommes sortis du commissariat avec un sentiment d'urgence renouvelé. Nous avons décidé de visiter la voisine en question, une vieille dame nommée Madame Renaud. Elle vivait dans une petite maison en pierre, à l'ombre de la cathédrale d'Amiens, et nous accueillit avec un regard méfiant. Mais après quelques mots gentils de la part d'Élise, elle nous invita à entrer. « Je ne sais pas ce que vous cherchez, mais cette nuit-là était étrange, commença-t-elle en servant du thé. J'ai entendu des rires. J'ai cru que c'était des enfants qui jouaient, mais il était trop tard pour ça. Quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu quelque chose. « Qu'est-ce que vous avez vu ?» demandai-je, me penchant en avant. « Un homme, ou du moins il semblait être un homme. Il était dans la rue, immobile. Il portait des vêtements qui ressemblaient à des habits de cirque. Mais ses yeux... » La femme hésita, la tasse tremblant légèrement dans ses mains. Ce n'étaient pas des yeux normaux.
Nous échangeâmes un regard, Élise et moi. Il est évident que nous étions en train de traiter avec quelque chose qui dépassait le naturel. Ce soir-là, nous décidâmes de retourner sur le terrain du cirque, cette fois armé de lanternes et dans ma veste d'un petit couteau de poche. Plus pour un sentiment de sécurité que pour son utilité réelle. Le cirque était fermé. Le silence enveloppait les tentes comme un manteau lourd. La pleine lune illuminait les détails des chapiteaux colorés, désormais sombres et dépourvus de joie. Ça semble un endroit différent la nuit, commentai-je, essayant de détendre l'atmosphère. Élise ne répondit pas. Elle était concentrée, se déplaçant lentement tandis que nous fouillions les lieux. Quand nous arrivâmes à la tente principale, nous trouvâmes quelque chose qui nous fit nous arrêter. Par terre, il y avait un cercle de symboles dessinés à la craie, chacun plus étrange que l'autre. Au centre, un ballon noir flottait, attaché à un clou rouillé. « C'est un rituel », murmura Élise, s'agenouillant pour examiner les symboles. « Un rituel pourquoi ?» demandai-je, bien que je ne sois pas sûr de vouloir connaître la réponse. Avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit sec et traînant traversa l'air, venant d'une des petites tentes. Nous restâmes immobiles, le silence n'augmentant que mon angoisse. « Allons jeter un œil », chuchota Élise, prenant sa lanterne. Nous dirigeâmes vers la tente, nos pas presque inaudibles sur le sol terreux. Lorsque nous entrâmes, l'odeur de quelque chose de brûlé nous frappa, acide et perturbante. Au centre de la tente, il y avait une table avec des objets qui semblaient appartenir à un décor. Des chapeaux, des hauts de forme, du maquillage et, au milieu de tout cela, un vieux journal. Élise prit le journal avec précaution, feuilletant les pages rapidement. C'était un amas de griffonnage, mais quelques mots se distinguaient. Sacrifice, le rire comme offrande, l'âme la plus pure. Nous sommes sur la bonne piste, dit-elle d'une voix basse, mais décidée. Nous ne savions pas encore que quelque chose nous observait. Il y avait quelque chose dans cette tente, quelque chose que nous ne pouvions pas voir, mais qui semblait se mouvoir dans l'ombre. L'air était plus lourd, et le silence autour de nous semblait désormais oppressant, comme si nous étions enveloppés par une présence invisible. Élise referma rapidement le journal, et je remarquai que ses mains tremblaient légèrement. « Il faut qu'on parte d'ici », chuchotai-je. Elle acquiesça, mais avant que nous puissions faire un pas, quelque chose dans la tente changea. L'odeur de brûlé devint plus forte, presque insupportable, et la petite lanterne dans la main d'Élise commença à faiblir, clignotant de manière erratique. Soudain, un bruit sec et traînant résonna derrière nous. Je me retournai rapidement, le couteau de poche déjà en main, mais il n'y avait rien. Seulement la toile de la tente qui se balançait légèrement, comme si quelque chose était passé. « Nicolas, allons-y, dit Élise, tirant mon bras. Nous sortîmes précipitamment de la tente, le cœur battant la chamade. Dehors, le champ était vide, mais il semblait différent, plus sombre, plus étouffant. Quelque chose nous observait, je pouvais le sentir. « Il faut comprendre ce que c'est, » dit-elle en s'éloignant, retournant vers la voiture garée près d'un groupe d'arbres. Sur le chemin du retour à l'hôtel, nous restâmes en silence. Élise feuilletait le journal, tentant de déchiffrer les griffonnages et les symboles, tandis que je gardais les yeux sur la route, mais je n'arrivais pas à chasser cette sensation de ne pas être seul. Lorsque nous arrivâmes enfin à l'hôtel, nous fermâmes la porte de la chambre à clé et y plaçâmes une chaise pour la renforcer. C'était exagéré, je le savais, mais la tension de cette nuit avait transformé même les mesures les plus simples en nécessité. « Regarde ça, dit Élise en montrant une page du journal. Votre inscription est super importante pour notre croissance. Et lorsque vous aimez et laissez votre avis, cela nous aide à comprendre ce que vous aimez le plus et ce que nous pouvons améliorer. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser ce like et de partager vos commentaires. Votre participation fait toute la différence et ensemble, nous pouvons faire grandir cet espace de plus en plus. Merci beaucoup d'être avec nous. Continuons à créer quelque chose d'incroyable ensemble. Il y avait un dessin rudimentaire d'un clown, ses yeux grands et vides, et en dessous, une phrase écrite en vieux français « Le rieur noir réclame l'innocence ». « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demandai-je. « C'est quelque chose comme « Le clown noir réclame l'innocence », expliqua-t-elle. C'est une référence évidente aux enfants. C'est une sorte d'entité ?
demandai-je, ma voix plus forte que ce que je voulais. Élise hocha simplement la tête, me regardant avec une expression sombre. Ce n'est pas juste un clone, Nicolas. C'est quelque chose de bien pire. Les heures suivantes furent un tourbillon de recherches et de théories. Élise reliait les symboles du journal à d'anciennes pratiques occultes, tandis que je tentais de comprendre le lien entre le cirque et les morts. Plus nous découvrions, plus il devenait évident que le cirque des ombres n'était pas simplement un spectacle itinérant, mais une façade pour quelque chose de bien plus ancien et dangereux. D'après le journal, le clown noir était une manifestation d'une entité qui se nourrissait de peur et d'innocence. Il attirait ses victimes par son apparence inoffensive, mais le rire qu'il provoquait chez les enfants était en réalité une sorte de clé qui permettait à l'entité d'accéder à leurs âmes. Alors les rires. Commençai-je, mais Élise m'interrompit. Sont le sacrifice. Cela suffisit à me faire me lever et commencer à marcher dans la chambre. L'idée que quelque chose d'aussi simple, d'apparence aussi inoffensive, puisse être utilisé comme une arme était trop perturbante pour que je puisse l'assimiler. Soudain, la lumière de la chambre cligna et j'entendis un bruit venant du couloir. Ce n'était pas fort, mais distinct, quelque chose comme un léger frottement. « Tu as entendu ça ?» demandai-je, m'arrêtant immédiatement. Élise se leva, prenant la lanterne. Je lui fis signe d'attendre, puis j'ouvris lentement la porte. Le couloir était vide, mais un courant d'air glacé me traversa, me faisant frissonner. Par terre, au milieu du couloir, il y avait un ballon rouge. « C'est un avertissement, » dit Élise, maintenant à mes côtés. « Ou une invitation, » répliquai-je, ma voix sonnant plus ferme que ce que je ressentais. De toute façon, nous savions qu'il n'y avait plus de temps pour hésiter. Si nous voulions empêcher d'autres enfants d'être tués, nous devions affronter l'entité, quoi qu'elle soit. Le problème, c'était que le cirque ne resterait pas à Amiens bien longtemps. Cela signifiait que notre temps pour agir était compté. Malgré la peur et l'incertitude, nous savions que nous ne pouvions pas permettre à l'entité de continuer son cycle de destruction. Le lendemain matin, Élise et moi nous sommes séparés. Elle a pris en charge la décryption du maximum d'informations du journal, tandis que je suis allé chercher des informations dans le centre-ville. Amiens était une ville avec un passé riche et des histoires suffisantes pour remplir des bibliothèques entières. Mon objectif était de découvrir tout lien entre la région et le cirque. Aux archives municipales, j'ai examiné des registres anciens, des coupures de journaux et des témoignages d'habitants locaux. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver quelque chose qui m'a glacé. Le cirque avait une longue histoire de passage dans de petites villes françaises, et dans chaque endroit où il s'était arrêté, il y avait des registres de disparition. Le schéma était clair. Des enfants disparaissaient mystérieusement, et les cas étaient rarement résolus. En lisant, un détail particulier a attiré mon attention. Dans un article datant de 1957, un survivant rapportait avoir vu un homme avec un sourire sinistre près de l'endroit où le dernier enfant avait disparu. Bien que le témoignage n'ait pas été pris au sérieux à l'époque, le schéma semblait coïncider avec ce que nous étions en train d'enquêter. Je suis retourné à l'hôtel avec ces informations et j'ai trouvé Élise toujours plongée dans le journal. Elle était entourée de notes, le visage tendu, tentant de connecter les points. « J'ai trouvé quelque chose », ai-je commencé, en éparpillant les papiers que j'avais apportés. Je lui ai raconté les disparitions et le témoignage du survivant. Élise écouta attentivement, mais son expression ne changea pas. Cela confirme ce que nous soupçonnions déjà, Nicolas. Mais il y a autre chose dans le journal. Regarde ça. Elle me montra une page avec une série de symboles que je ne pouvais pas déchiffrer, mais la traduction qu'elle avait notée à côté était perturbante. Le rire ouvre le chemin. La peur scelle le pacte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ai-je demandé, un frisson me parcourant l'échine. Cela signifie que l'entité ne se nourrit pas seulement de la peur, mais en a besoin pour compléter son rituel. Le rire, c'est le commencement. Je suis resté silencieux, essayant d'assimiler cela. L'idée que quelque chose d'aussi pur et innocent que le rire d'un enfant puisse être utilisé à des fins aussi sombres était révoltante. Et comment pouvons-nous l'arrêter ? Ai-je demandé, sachant que la réponse ne serait pas simple.
Je suis encore en train de chercher. Admit Élise, bien que sa voix ait pris un ton d'urgence. Nous avons décidé de retourner au cirque cette nuit-là. Mais cette fois-ci, préparés à recueillir toute preuve qui pourrait nous mener à la prochaine étape. Lorsqu'on est arrivé, le terrain était désert, les lumières des tentes éteintes et le silence absolu. Nous nous sommes déplacés prudemment, éclairant notre chemin avec nos lanternes. La tente principale était dans le même état que la nuit précédente, avec le cercle de symboles dessiné sur le sol. Mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent. Au centre du cercle, un petit objet brillait faiblement sous la lumière des lanternes. C'était une montre de poche ancienne, avec un étrange dessin gravé sur le couvercle, le visage d'un clown avec un sourire disproportionné. « Qu'est-ce que c'est ?» murmurai-je, tandis qu'Élise se mettait à genoux pour examiner la montre. Avant qu'elle ne puisse répondre, nous avons entendu un bruit lointain, quelque chose qui semblait venir de toutes les directions à la fois. Ce n'était ni un cri, ni un bruit de mouvement. C'était un rire. Le rire était faible, presque imperceptible au début, mais il devint rapidement impossible à ignorer. Il était aigu et distordu, avec une qualité qui fit dresser mes cheveux. Il résonnait dans l'air, semblant venir de toutes les directions à la fois, rendant impossible d'en identifier l'origine. « Nicolas !» appela Élise, la voix chargée de tension, tandis que ses yeux restaient fixés sur la montre de poche. Elle l'a pris avec précaution, comme si elle craignait que le simple contact puisse déclencher quelque chose de pire. Lorsque la lumière de la lanterne illumina la surface, je remarquai que le dessin du clown semblait presque vivant. Les yeux étaient de petits points sombres qui semblaient la suivre et le sourire, déjà grotesque, semblait s'élargir subtilement. « Laisse ça, Élise !» chuchotai-je, ma voix vacillant. « Non !» répondit-elle fermement. « Cette montre pourrait être la clé. » Avant que je ne puisse argumenter, le rire augmenta d'intensité, remplissant l'espace autour de nous comme une vague grandissante. Mes mains tremblaient tandis que je dirigeais la lanterne vers les ombres autour. Il semblait que quelque chose ou quelqu'un se déplaçait entre les tentes, trop vite pour que nous puissions voir clairement. « Il faut partir d'ici », dis-je, tentant de maîtriser la panique dans ma voix. « Attends », répliqua Élise, maintenant debout, la montre fermement en main. « Je veux tester quelque chose. » Elle ouvrit la montre, révélant un petit miroir à l'intérieur du couvercle. Le reflet que nous vîmes n'était pas le nôtre. Sur le verre, il y avait une scène complètement différente. Des enfants courant dans un champ ouvert, suivis par une silhouette grande et élancée, vêtue d'un costume de clown coloré et avec un sourire qui semblait impossible pour un être humain. Le sang se glaça dans mes veines, tandis qu'Élise fermait rapidement la montre, haletante. « C'est lui !» murmura-t-elle. « C'est l'entité. » Soudain, quelque chose tomba à côté de nous avec un bruit sourd. C'était une toile qui avait été arrachée du sommet de la tente. Le rire devint assourdissant et une rafale de vent froid traversa l'espace, éteignant les lanternes qui éclairaient les environs. « Cours !» criai-je, tirant Élise par la main. Nous avons quitté la tente principale, trébuchant sur le chemin, guidés seulement par la lumière pâle de la lune. Le rire semblait nous suivre, de plus en plus proche, comme si quelque chose s'amusait avec nous, savourant notre peur. Lorsque nous avons enfin atteint la voiture, nous avons fermé les portes à clé et nous sommes restés assis pendant quelques instants, tentant de reprendre notre souffle. Le rire avait disparu, mais le poids de la présence que nous avions ressentie à l'intérieur était toujours avec nous. « C'était un avertissement », dit Élise, serrant la montre contre sa poitrine. « Il sait que nous sommes proches de découvrir comment l'arrêter. Et savons-nous assez pour continuer ?» demandai-je, la voix presque un chuchotement. « Non », admit-elle. « Mais maintenant, nous avons quelque chose qui pourrait nous mener à des réponses. Nous avons décidé de retourner à l'hôtel et de réévaluer ce que nous avions. L'idée de confronter l'entité semblait de plus en plus terrifiante, mais nous ne pouvions ignorer le fait que la montre, d'une manière ou d'une autre, était liée à elle. Dans la chambre, nous avons examiné l'objet de plus près. Nous avons trouvé des inscriptions minuscules autour du bord intérieur, dans une langue que nous ne reconnaissions pas. Nous avons photographié le texte et commencé à chercher des traductions dans des registres anciens et sur des forums en ligne. Pendant ce temps, le poids de la fatigue commença à nous atteindre.
Ce n'était pas seulement physique, mais mental. La sensation constante que quelque chose nous observait, même dans le cadre sûr de l'hôtel, était épuisante. Cependant, nous savions qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Si nous voulions avoir une chance réelle de faire face à cela, nous aurions besoin de plus de réponses et surtout du courage nécessaire pour affronter ce qui nous attendait. Dans la chambre d'hôtel, la montre de poche semblait irradier une énergie oppressante. Même en silence, elle semblait avoir une présence propre, comme si elle nous observait pendant que nous tentions de percer ses secrets. Élise continuait à chercher des réponses dans les archives numériques et dans les notes que nous avions accumulées. À chaque nouvelle information qu'elle trouvait, l'histoire devenait de plus en plus terrifiante. « Nicolas », appela-t-elle, sa voix lointaine, comme si elle était perdue dans ses pensées. Je la regardais et remarquais que ses yeux étaient fixés sur l'écran de l'ordinateur portable. J'ai trouvé quelque chose. Le symbole gravé sur la montre n'est pas un dessin ordinaire. C'est un sceau, une sorte de marque qui relie cette entité à un ancien rituel d'invocation. Un rituel ? Qu'est-ce que cela signifie ? Demandai-je, essayant de garder mon calme. Cela signifie que le cirque est bien plus qu'un simple lieu de passage. C'est l'épicentre. Tout ce qui est arrivé, les disparitions, les morts, les rires entendus, est lié à cet endroit et à cette entité. Et la montre, elle est l'encre. Une encre ? Oui, quelque chose qui maintient l'entité attachée à notre réalité. Si nous détruisons la montre, nous pourrons l'affaiblir. L'idée semblait simple, mais nous savions que rien dans cette situation ne serait facile. Il y avait encore beaucoup de questions sans réponse. Pourquoi le cirque ? Pourquoi les enfants ? Et pourquoi maintenant ? Nous avons décidé qu'il nous fallait retourner sur le terrain du cirque une fois de plus. Mais cette fois, nous serions plus prudents. Élise suggéra de préparer une sorte de protection. Des symboles d'exorcisme et des objets religieux qui pourraient nous aider à affronter ce que nous trouverions. Avant de partir, nous avons reçu un appel inattendu. C'était l'un des travailleurs du cirque, un homme nommé Antoine. Nous lui avions laissé notre numéro la veille, espérant qu'il pourrait nous donner plus d'informations. « Vous devez vous en aller », dit-il, sa voix tendue. « Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. »« Antoine, s'il vous plaît, dites-nous ce que vous savez », supplia Élise. Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. Puis il reprit « Ce cirque, ce n'est pas juste un spectacle, c'est un piège. Et nous tous qui y travaillons le savons. Mais personne ne parle parce que le prix à payer pour essayer de l'exposer est bien trop élevé. »« Qu'avez-vous vu ?» demandai-je, le cœur battant. « J'ai vu des choses qui ne devraient pas exister. Des rires qui ne viennent pas de personne. Des ombres qui bougent toutes seules. Et la chose la plus effrayante, une présence. Quelque chose que l'on ressent même sans le voir. » La ligne resta silencieuse un moment, puis il ajouta « La montre est importante, mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose enfoui au cœur du cirque, quelque chose qui donne du pouvoir à l'entité. Si vous voulez vraiment en finir, c'est là qu'il faut aller. » Avant que nous puissions poser d'autres questions, la ligne se coupa. Antoine nous laissa avec plus de questions que de réponses. Mais ses paroles confirmèrent nos soupçons. Nous avons rassemblé nos affaires et sommes repartis pour le cirque, maintenant avec un mélange de détermination et de peur croissante. Nous savions que nous nous rapprochions de la vérité, mais aussi du danger. Lorsque nous arrivâmes sur place, l'atmosphère semblait plus lourde qu'auparavant. Les lumières faibles des tentes projetaient des ombres longues et déformées, et l'air sentait quelque chose de vieux et de sucré, presque écœurant. Suivant les indications d'Antoine, nous nous sommes dirigés vers le centre du terrain. Là où il n'y avait auparavant que de la terre battue, il semblait maintenant y avoir un contour tracé au sol. Un cercle plus grand, avec des runes et des symboles qu'Élise reconnut rapidement comme faisant partie du même langage que nous avions trouvé sur la montre. « C'est ici », dit-elle, la voix tremblante. Le cœur du rituel. Nous avons commencé à préparer l'espace pour le face-à-face que nous savions inévitable. Élise plaça la montre au centre du cercle, et ensemble, nous avons tracé des symboles de protection autour. Mais, tandis que nous travaillions, une sensation croissante d'être observé s'intensifia. C'est alors que nous avons entendu à nouveau le rire.
Cette fois, il n'était pas juste un bruit lointain. Il était là, avec nous. Le rire commença comme un murmure, mais il se transforma vite en une présence tangible, remplissant l'air autour de nous. Chaque note semblait se replier sur elle-même, résonnant dans nos têtes comme si elle était projetée directement dans nos esprits. Élise, bien que ses mains étaient fermes sur la montre, montra un léger tremblement. De mon côté, je sentis mon estomac se tordre face à l'intensité de cela, comme si la gravité elle-même avait changé. « Ne perds pas ta concentration, Nicolas !» cria-t-elle, sa voix tranchant l'air comme une lame. Mais se concentrer était presque impossible. Autour de nous, les ombres commencèrent à bouger, prenant forme et densité. Des figures grandes et déformées dansaient dans la périphérie de notre vue, tournant dans des mouvements erratiques, comme si elles se moquaient de notre tentative de les affronter. Mon instinct était de fuir, d'abandonner tout. Mais Élise resta inébranlable. Elle se mit à chanter une incantation que nous avions trouvée dans l'un des anciens textes, quelque chose qui semblait appartenir à une langue morte, mais qui sonnait dangereusement vivante. À mesure qu'elle répétait les mots, les ombres reculèrent momentanément, mais non sans résistance. Le rire devint plus strident et le sol sous nos pieds se mit à trembler. « Ça marche !» m'écriai-je, serrant mon propre amulette de protection. Mais alors, quelque chose se manifesta devant nous. Ce n'était pas juste une ombre ou un bruit. C'était lui. Le clown apparut à quelques mètres de nous, sa silhouette grotesque se détachant sur le fond sombre du cirque. Son maquillage était plus une tache d'horreur qu'un décor, et ses yeux brillaient d'une lumière surnaturelle. « Vous ne devriez pas être ici, » dit-il, sa voix grave et distordue, pleine d'une haine presque palpable. Je me figeais. Chaque fibre de mon être me disait que c'était le moment de reculer, mais Élise, comme toujours, se montra plus forte. « Nous ne te laisserons pas continuer » répondit-elle, sa voix ferme, bien que je puisse voir la sueur couler sur son front. Le clown sourit, un sourire qui semblait s'étendre au-delà des limites humaines, et commença à avancer. À chaque pas, l'air autour de nous semblait plus lourd, et mon corps semblait se coller au sol. « Continue l'incantation » cria Élise. Je rassemblai tout le courage qu'il me restait et commençai à chanter les mots avec elle. Le clown hésita, sa silhouette vacillant comme une image dans un miroir d'eau. Il cria, un cri qui semblait mêler colère et douleur, puis disparut, comme s'il avait été tiré en arrière vers un autre endroit. Mais nous savions que ce n'était pas la fin. L'énergie autour de nous vibrait encore fortement, et la montre au centre du cercle commença à émettre une lueur faible et irrégulière. « Il n'a pas été détruit », dit Élise, fixant l'objet avec un mélange de fascination et de peur. « Quelque chose le garde encore ici. » Et c'est alors que nous avons compris, le cercle de runes sur le sol. Ce n'était pas juste un symbole. C'était un piège, une dernière tentative pour empêcher l'entité d'être complètement bannie. « Nous devons en finir maintenant », déclarai-je, bien que ma voix tremblât sous le poids de ce que nous allions faire. Au fond, nous savions que nous allions affronter le véritable cœur du mal avant que tout cela ne se termine. Lorsque la montre commença à briller avec une intensité presque insupportable, la sensation que quelque chose était sur le point de se produire devint palpable. L'air semblait vibrer d'une tension croissante, et même le son de nos respirations semblait étouffé par la présence qui nous entourait. Élise et moi échangèrent un regard, un silence entre nous qui en disait plus que n'importe quel mot. Nous étions prêts, mais la vérité était que nous ne savions pas exactement à quoi nous attendre. Nous savions seulement que si nous ne réussissions pas à détruire l'encre de l'entité, elle continuerait à se nourrir de notre réalité, attirant d'autres victimes dans son théâtre macabre. Le rire du clown résonnait à nouveau, non plus lointain, mais venant de l'intérieur de nos propres têtes, comme si nous étions observés de tous côtés. Chaque battement de la montre semblait marquer le temps qu'il nous restait, et une sensation d'urgence commença à envahir nos veines. « Je vais détruire la montre. »« Tu t'occupes des runes, » dit Élise, la voix tendue mais ferme. Je hochai la tête, sachant qu'il n'y avait plus de choix. Mon corps se mouvait automatiquement, instinctivement, tandis qu'elle s'avançait vers le centre du cercle de protection. Je commençais à défaire les runes, une par une, avec hâte mais sans perdre de précision.
À chaque ligne que j'effaçais, le cercle semblait perdre un peu de sa force et les ombres commencèrent à se tordre, comme si elles ne savaient pas comment réagir à cela. Puis, je vis. À mesure que la lumière de la montre augmentait, la forme du clone commença à se matérialiser à nouveau, plus solide, plus menaçante. Il se levait du sol comme une ombre projetée sur un écran, son sourire monstrueux s'élargissant jusqu'à occuper tout son visage. L'air autour de nous devint glacé, comme si nous étions aspirés dans un endroit sans lumière. « Vous ne pouvez pas vous échapper, tous les deux », dit l'entité, sa voix grave et possessive. D'un geste brusque, Élise brisa la dernière rune, provoquant une explosion d'énergie qui se propagea à travers le terrain. Les ombres crièrent, mais le son fut rapidement étouffé par la lumière croissante émanant de la montre. Je savais qu'à cet instant, le temps nous était compté. Avec un cri de défi, Élise saisit la montre, qui, dans un dernier éclat de lumière, explosa en 1000 morceaux. Mais ce ne fut pas une fin simple. L'impact fut comme une onde de choc qui se propagea à travers le cirque, renversant les structures et envoyant poussière et débris dans l'air. Le clone, ou ce qu'il en restait, commença à se désintégrer, sa forme se tordant en une masse d'ombre qui se dissipait peu à peu, comme un cauchemar effacé par la lumière. Je tombai à genoux, le corps lourd et épuisé, mais la sensation de soulagement fut presque immédiate. L'air, qui était chargé d'une pression oppressante, semblait maintenant purifié, comme si un rideau de brume avait été levé. Le cirque, qui jusque-là semblait être un lieu hors du temps, commença à disparaître sous nos yeux. Les tentes, les tonneaux, les attractions, tout se dissolvait, comme si cela n'avait jamais existé. Le rire cessa, et avec lui, la présence qui nous observait disparut. Nous restâmes là pendant un long moment, le poids de ce que nous venions d'affronter nous frappant silencieusement mais profondément. Nous ne prononçâmes pas un mot pendant quelques minutes, nous contentant de respirer, absorbant le fait que la menace était terminée. Après un moment, Élise me regarda, et pour la première fois depuis le début de tout cela, il semblait y avoir une légèreté dans son regard. « Je crois que nous avons fait ce que nous devions faire », dit-elle, avec une pointe de fatigue, mais aussi une satisfaction difficile à dissimuler. Je souris, malgré tout, sachant que ce cirque, avec toutes ses atrocités et horreurs, ne serait jamais plus le même. Peut-être que maintenant, nous pouvons enfin nous reposer. Mais la vérité, c'était que nous savions que dans le monde où nous vivions, cela ne serait jamais vraiment possible. Là où il y avait une entité, il y en aurait toujours une autre. Là où il y avait une histoire, il y en aurait toujours plus à raconter. Et en regardant l'horizon, nous savions que le prochain chapitre nous attendait encore. C'était notre vie. Et elle ne serait jamais normale. Mais, pendant un moment, au milieu du silence, nous pouvions croire que le cauchemar était terminé. Cependant, au fond, quelque chose continuait de bouger dans les ombres. Quelque chose ou quelqu'un pouvait bien attendre au prochain coin de rue.